Je voudrais vous raconter l'histoire du docteur Maurice Charolais, un beau-père résistant, puis repris de justice entre guillemets, que je n'ai connu que par ses écrits et les témoignages, puisqu'il est décédé à l'âge de 50 ans. Je voudrais aussi rendre hommage à ma belle-mère, Simone Aymar, née en 1922 et décédée en 2004. Son épouse et sa compagne de résistance. C'est aussi un devoir de mémoire à une époque où il y a une montée inquiétante en Europe de l'extrême droite et de la banalisation de son idéologie xénophobe, raciste et antisémite, contraire aux valeurs de fraternité et d'humanisme de la résistance. Le docteur Charolais est né le 11 décembre 1909 à Saint-Symphorien, dans la Saône-et-Loire. Il est décédé en 1959 à Châteaumeillan. Ses parents étaient instituteurs à Genouilly, dans le Cher durant la guerre. Il s'est marié une première fois en 1937, puis il a divorcé assez rapidement. Sa deuxième épouse est malheureusement décédée en 1942 des suites de la tuberculose. Puis il a épousé Simone Aymar le 29 avril 1943. Il a eu 4 enfants, Colette de sa première épouse, puis Jean-Loup en 1944, Marianne en 1945 et Corinne en 1956, mon ex-épouse. C'est de la famille Ah bah oui, c'est de mon premier mariage. Quand je me suis mariée, j'étais la troisième femme de Maurice, donc. Et il avait eu une petite fille du premier mariage. Ah oui, et c'est celle-ci, la maman est avec décédée, oui, etc. Et donc nous l'avons eue, elle avait 10 ans et demi, 11 ans. Le docteur Charolais a été médecin avant la guerre à Traveil, puis à Vigneux-sur-Seine, durant toute la Résistance. Après sa sortie de prison et son interdiction d'exercer la médecine, il a exercé en tant que médecin à Châteaumeillan dans le Cher jusqu'à son décès en 1959. Châteaumeillan n'a sans doute pas été choisi au hasard puisque le docteur Charolais avait fourni de faux papiers à environ 650 réfractaires du STO, du service du travail obligatoire, dont un grand nombre avaient rejoint les maquis du Cher. Notons aussi que ce village se distinguait en accueillant 141 juifs durant l'occupation. Son histoire fait aussi partie de la résistance dans l'ancienne Seine-et-Oise, aujourd'hui l'Essonne, en particulier à Vigneux-sur-Seine, mais aussi Traveil, Montgeron, Villeneuve-Saint-Georges. Après la guerre, suite à la dénonciation de collaborateurs, le docteur Charolais a été condamné à la prison et il a été accusé d'avoir pratiqué des interruptions volontaires de grossesse, pratique qui était interdite à l'époque au corps médical jusqu'à la loi Veil de 1975. Rappelons-nous que chaque année, il y avait un grand nombre de décès suite à des avortements non médicalisés. Du fait de cette loi injuste datant de 1920, on peut dire que le docteur Charolais était en avance sur son temps en écoutant la cause des femmes pour le droit de choisir, le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Il avait aussi été surnommé le médecin des pauvres, passionné par son travail de médecin au service de la population. Il ne comptait ni son argent, ni son temps. Bien que jamais réhabilité par la justice, la municipalité de Vigneux-sur-Seine lui a attribué un nom de rue après son décès. En 2004, il a été reconnu à titre posthume comme un juste parmi les nations pour avoir, au péril de sa vie, sauvé des Juifs persécutés durant l'occupation. Il ne faut pas non plus oublier le rôle de son épouse, Simone Charolais, notamment dans l'accueil des aviateurs américains et des officiers parachutés des services alliés
et aussi dans le transport de faux papiers, souvent cachés dans son landau. Comme elle, son père Henri Aymard, cheminot, ancien combattant médaillé de 14-18, et sa mère Fernande, couturière, qui confectionnait les brassards des résistants FFI, France française de l'intérieur. Ils habitaient aussi à Vigneux et ils ont tous risqué leur vie pour leur soutien apporté au docteur Charolais et à la résistance. Ce fut aussi une période douloureuse avec les arrestations de résistants, les déportations de juifs, les fusillés comme leur ami Maurice Marion de la RATP, assassiné par la Gestapo, affaire connue sous le nom des fusillés de la cascade du Bois de Boulogne. Par la suite, Simone s'est battue courageusement pour faire libérer son mari, qui a été défendu par André Le Troquer, qui a été aussi le défenseur de Blum au procès de Riom pendant l'occupation, et qui a été membre du Conseil national de la résistance et aussi président de l'Assemblée nationale. Elle a conservé le mémoire écrit par le docteur Charolais pour sa demande d'un recours en grâce. De plus, elle a conservé des témoignages comme les 65 lettres que lui a écrites le docteur Maurice Charolais de novembre 1944 à novembre 1945, suite à sa mobilisation volontaire en tant que médecin lieutenant puis capitaine des forces françaises de l'intérieur pour prendre la direction du train sanitaire 102 puis 203, chargé des convois d'évacuation des blessés militaires de différentes nationalités. Ce texte écrit par le docteur Charolais à l'appui d'un recours en grâce, je l'avais envoyé au couple de résistants Lucie et Raymond Aubrac, qui m'avaient répondu et dont je vais vous livrer la teneur en guise d'introduction. Voilà ce qu'ils me répondent le 31 août 1993. Cher Monsieur Crouzet, nous avons reçu votre communication du 25 août dans la maison Sévenol où nous passons l'été et nous vous en remercions. Cette vie du docteur Charolais nous remplit d'admiration et sa condamnation de stupeur. Comment la mémoire d'un homme qui a eu tous les courages, qui a rendu tous les services au pays, peut-elle être oblitérée par une condamnation pour des gestes de générosité où il prouvait surtout sa qualité de précurseur? Nous nous efforcerons de faire connaître ce qu'il a fait. Et si une réparation judiciaire est vraiment impossible, il reste un recours pour la mémoire. N'est-il pas opportun d'écrire et publier sa biographie? Croyez, cher Monsieur Crouzet, à notre compréhension amicale. Signé Raymond Aubrac. Résumé des principaux faits de résistance présentés par le docteur Charolais et qui a été demandé par la deuxième section du parquet de la Seine. Dès 1940, j'ai favorisé le passage en zone libre de prisonniers de guerre français évadés. Je me souviens avoir sauvé ainsi une dizaine de prisonniers de guerre. Vous trouverez ici inclus 5 attestations: attestation Bergeron, attestation Verdun, attestation Tavot, attestation Cochet, attestation Blot. Affiliation au mouvement de Libération Nord dès juillet 1942. Attestation de M. Delanoë, maire de Vigneux, attestation de M. Malcet, responsable de Libération Nord. Troisièmement, secours au STO. Le STO, c'est le service du travail obligatoire en Allemagne. Par faux certificat, par maquillage médical, par faux papier, j'ai empêché à 650 jeunes gens de Villeneuve-Saint-Georges, Vigneux, Draveil, Montgeron, Juvisy et Athis-Mons de partir en Allemagne. Je fournissais également de faux papiers d'identité avec timbres fiscaux. Les cachets de police étaient fournis par le commissariat de police de Montgeron ou par le commissaire divisionnaire de Juvisy-sur-Orge. Les certificats de travail avec cachet des usines Renault de Boulogne-Billancourt étaient également fournis par moi-même.
6 juin, 31 attestations. Quatrièmement, hébergement d'aviateurs américains descendus par la DCA allemande dans la région parisienne. 6 juin, la photocopie du diplôme envoyé par le gouvernement des USA, signé du général Eisenhower et remis en main propre à l'ambassade des USA à Paris par monsieur l'ambassadeur Jefferson Caffrey. Pendant toute l'occupation, j'eus à héberger chez moi, à différentes reprises, 44 parachutistes américains que je logeais et nourrissais. Ils étaient chez moi de 3 semaines à 1 mois. Cinquièmement, hébergement d'agents alliés FFL, Force française libre, parachutés pour renseignement dans la région parisienne. De 1940 à 1944, j'ai hébergé 12 officiers parachutés des services de renseignement alliés. À certains, je fournissais de faux papiers, les vêtements civils. Je les présentais toujours à monsieur le commissaire principal Delange, qui a posé ses cachets pour authentifier leur état civil. Je n'ai pas gardé d'adresse parce que c'était trop dangereux à ce moment. Comme preuve à l'appui, voir la fin de l'attestation de monsieur le commissaire principal Delange. L'affaire du château du général Lelon à Montgeron, Seine-et-Oise. En 1944, à Montgeron, dans le château du général Lelon, qui était à Londres avec le général de Gaulle, et qui était mort accidentellement comme général-gouverneur de la Corse, se réunissait un état-major gaulliste. La Gestapo fut prévenue. Le château fut cerné par la police allemande et un officier français qui cherchait à s'évader fut abattu. La police française du commissariat de Montgeron, prévenue et qui était en contact avec moi dans la résistance, me fit aussitôt prévenir. Feignant de prêter main forte aux Allemands, 2 agents de police résistants purent distraire une serviette bourrée de documents et qui appartenait à un officier français. Le commissaire de Montgeron me fit alors remettre la fameuse serviette et arrivé chez moi, je fis l'inventaire du contenu. À ma grande stupéfaction, je trouvai un fichier en clair de 1000 à 1200 noms de résistants. Généraux, amiraux, colonels, ingénieurs, médecins, personnalités politiques, intéressant surtout les maquis et les cartes de résistance de l'Ouest, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de la région parisienne. Je dis bien, les noms étaient en clair avec l'adresse exacte. Deuxièmement, un plan de fabrication d'une nouvelle mitrailleuse allemande. Troisièmement, des rendez-vous à l'aide de moitié de billets de 5 francs, une dizaine de rendez-vous pour Paris avec les indications habituelles, mots de passe, heure et lieu de rendez-vous. Des plans de terrain d'aviation allemand sur quelques bleus. Je me souviens du terrain d'aviation de Saint-Maximin et des plans d'usines souterrains de la région de Pontoise. Cinquièmement, un plan de rapatriement d'aviateurs alliés descendus par la DCA allemande, avec relais indiqué en clair, mot de passe. Cette chaîne partait de Los-les-Lilles et se terminait à Port-Vendre. Je gardai ces documents chez moi 1 mois et demi. J'avisai alors le capitaine Dalicien de la zone agro, qui vint chercher les fameux dossiers et les fit transmettre à l'organisme central de la résistance. Au cours de cette affaire, madame la générale Lelon et sa fille furent déportés à Ravensbrück et quelques patriotes français partirent à Buchenwald. Quant à l'état-major gaulliste, je n'en ai jamais eu de nouvelles. On m'a dit que tous avaient été fusillés. 6 juin, attestation de M. Delange, commissaire principal à la Sûreté nationale. Attestation de M. le capitaine Merschmann. La fusillade de Vigneux. En août 1944, par suite des bombardements de Villeneuve-Triage, un train de ravitaillement allemand, sucre et farine fut stoppé aux portes V à la limite de Vigneux et de Villeneuve-Saint-Georges. La population de Vigneux, Montgeron, Villeneuve-Saint-Georges
énervés par les bombardements continus et aussi par la famine, prirent d'assaut le train de ravitaillement. Une colonne allemande passant sur la nationale Paris-Melun, prévenue, vint immédiatement en porte V. Les Allemands prirent au hasard 7 personnes qu'ils fusillèrent immédiatement et mirent de côté 25 hommes de tous âges qu'ils placèrent contre le remblai en attendant le peloton d'exécution. Il était 15 heures. La résistance de Vigneux me téléphona immédiatement car j'étais chez moi en consultation. Je descendis aussitôt aux portes V en motocyclette avec l'abbé Letellier, curé de Vigneux. Nous trouvâmes sur les lieux 5 morts et 2 agonisants auxquels l'abbé Letellier donna l'extrême onction, leur état ne nécessitant plus aucun soin médicaux. Les Allemands qui étaient à 50 mètres de là, vers le groupe de 25 personnes, nous tirèrent dessus. Tout en agitant un brassard de la Croix-Rouge, nous dûmes nous coucher dans les blés, tant les rafales de mitraillettes étaient rapides. Parlant assez couramment l'allemand parce que j'en ai appris au lycée, nous parvînmes tout de même aux Allemands qui disposaient le peloton d'exécution. Après une discussion d'1 heure, nous dissuadâmes les Allemands de fusiller ces gens énervés et sous-alimentés, en nous proposant comme otages l'abbé Letellier et moi, ce qui fut accepté. On nous mit à l'écart, les 25 hommes furent relâchés, et 2 hommes de la fête de gendarmerie nous gardèrent pendant 6 heures durant. Je causais avec les 2 gendarmes allemands, dont l'un était autrichien, et vers minuit, après avoir fait apporter du cognac à ces 2 soudards, nous pûmes, le curé et moi, nous éclipser. Nous avons eu chaud, je puis l'attester, ici, voir les attestations jointes à ce mémoire. En 1941, je puis l'attester, ici, voir les attestations jointes à ce mémoire. Les forces médicales FFI, Forces françaises de l'intérieur. Par suite de cet engagement volontaire, je fus appelé comme médecin-capitaine en octobre 1944 et affecté comme médecin-chef des trains sanitaires 102 puis 203 à la première armée française. Je dépendais de la base américaine 901. J'y reviendrai d'ailleurs plus loin. 6 jointes, les papiers militaires, ordre d'affectation, appartenance aux forces médicales, FFI, Forces françaises de l'intérieur, carte sanitaire d'officier. Assistance aux Israélites pendant l'occupation allemande, prise en charge de 1941 à 1946 de l'enfant Klejner, Joseph, israélite. Durant toute l'occupation, j'ai soigné gratuitement les Israélites pourchassés par l'ennemi. Étant prévenu avant les rafles par la police résistante, je prévenais moi-même les Israélites pourchassés, ce qui explique le nombre infime d'Israélites déportés à Vigneux. Le cas de l'enfant Klejner, Joseph, israélite. J'avais comme voisins, à Vigneux, des marchands de bonneterie nommés Klejner, d'origine polonaise. Ceux-ci furent arrêtés par la fête gendarmerie, police militaire allemande, au cours d'une contre-rafle. Seul l'enfant âgé de 12 ans parvint à s'échapper et vint se réfugier chez moi. Je gardai cet enfant 3 mois, puis je réussis à le faire passer en zone libre et le placer chez mes parents instituteurs à Genouilly, Saône-et-Loire, à 20 km au sud de Chalon-sur-Saône, qui le gardèrent jusqu'en 1945. Les parents de cet enfant ont été exterminés, je me suis toujours occupé de l'enfant. En 1946, grâce à l'Alliance israélite, il partit pour la Palestine. Son bateau fut arraisonné par les Anglais et l'adolescent fut interné à Chypre. Mais par les dernières nouvelles que j'ai reçues, je sais maintenant qu'il vit heureux en Palestine. 6 jointes, attestation de Madame Rachlin, israélite, Madame Braoudi, israélite, Monsieur l'abbé Lautran. Nommé président du comité local de libération de Vigneux en juillet 1944. Toutes les réunions clandestines du comité local de résistance se faisaient chez moi au cours de ma consultation.
Je dus abandonner ses fonctions de président du comité local de libération de Vigneux par suite de mon départ à la première armée française en octobre 1944. Je fus remplacé par M. Morbès, directeur d'école à Vigneux. 6 juin, attestation Delanoë, maire de Vigneux. Attestation Malcé, responsable Libération Nord à Vigneux. Enfin, étant médecin-chef du train sanitaire 203 à la première armée, je fus chargé d'une mission très importante, dont voilà brièvement et le déroulement et les heureux résultats. En août 1945, le train sanitaire 203 fut envoyé à Marseille pour prendre en charge 900 officiers supérieurs soviétiques prisonniers et qui étaient soignés dans les hôpitaux et les sanatoriums de la région de Marseille. Je chargeai ces malades et parvins à les ramener en Pologne, à Francfort-sur-Oder, après être passé par Kelesnach, Halle et Berlin. Le voyage aller dura 28 jours, par suite du mauvais état des voies ferrées détruites par les bombardements. Je restai 15 jours à Francfort-sur-Oder lorsque j'appris par un prisonnier allemand qu'un camp de prisonniers alsaciens incorporés de force dans la Wehrmacht se trouvait à 10 km de Francfort-sur-Oder. Grâce à l'extrême compréhension du colonel Kostov de l'armée rouge, je pus entrer en relation avec les autorités soviétiques du camp de prisonniers alsaciens. Et après 8 jours de discussions plus ou moins violentes et après un triage rendu nécessaire, je parvins à ramener en France 1200 Alsaciens lorrains. Je revins en France par Berlin, Eindhoven, Malines, Bruxelles, Valenciennes, Paris et Strasbourg. Je fis un rapport de tous ces événements au ministre de la Guerre. Et l'on pourra se renseigner auprès des autorités civiles et militaires de Strasbourg. Nous arrivâmes à Strasbourg début octobre 1945 et fut démobilisé le 25 novembre 1945, ayant conscience d'avoir fait du bon travail. Enseignements généraux sur la résistance. Voilà ce qu'a fait en toute simplicité, sans gloriole, sans forfanterie, un homme qui actuellement est un repris de justice. Cet homme n'a jamais rien demandé, ni honneur, ni décoration. Je n'ai même pas la médaille de la résistance. Je considère que j'ai simplement fait mon devoir de Français. J'ai risqué ma vie et celle des miens maintes fois. La résistance m'a coûté de l'argent, mais qu'importe, puisque j'aidais des malheureux. Je me rappelle de ces faits que pour demander respectueusement, humblement à Monsieur le ministre de la Justice une mesure de grâce qui me permettra d'élever dignement mes 3 petits-enfants qui tous les jours réclament leur papa à la maison. Le 10 avril 1949. Signé du docteur Maurice Charolais.